Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous du C'est vendredi, que lisez-vous, la 3e édition. Cette semaine j'ai pas mal lu, je me suis en tout lu 5 livres, donc c'est pas trop mal. Donc la semaine dernière je vous laissais sur Terrible Awena, c'était le premier tome de la saga des Enfants des Dieux de Linda St. James, édité chez Rebelle, donc j'ai fini. Ma deuxième lecture c'est le tome 2 de Belladone de Michelle Rowan, publié chez Milady, et le titre c'est Soif de sang. Après ma troisième lecture, ce fut Le Lapin Blanc, c'est le premier tome de la saga Alice Royale. C'est écrit par Céline Manslo, publié chez les éditions de Sharon Kenna. La quatrième lecture, il s'agit de Bleu Saphir, écrit par Kirsten Gere, publié chez Milan, collection Macadam. Et enfin, ma dernière lecture, celle que je viens de terminer ce matin, il s'agissait de Wounded. C'est écrit par Jacinda Wilder et c'était sur mon Kindle, alors je vous avoue, j'ai pas bien fait attention à l'édition. Voilà, donc on va passer un petit peu en revue ces lectures et je vais tout de suite vous en dire un petit peu plus. Alors la semaine dernière, je vous laissais donc sur ma lecture en cours. Il s'agissait de Terrible Awena, c'est le premier tome de la saga des Enfants des Dieux. C'est publié chez Rebelle et c'est écrit par Linda St. James. Donc j'en étais au tout début la semaine dernière, je devais en être à une 50aine de pages, pas bien plus. Je vous disais que ça partait pas trop mal, mais pour le moment je pouvais pas trop le juger. Alors brièvement, pour vous résumer l'histoire, il s'agit donc d'une jeune femme, Awena, d'une vingtaine d'années environ, qui se retrouve à passer des vacances forcées en Écosse dans sa famille éloignée. Alors ça l'enchante pas beaucoup, premièrement parce que cette famille elle la connaît très peu, donc elle les trouve très bruts, très originaux et elle a du mal à s'intégrer. En plus de ça elle parle pas très bien l'anglais, encore moins l'anglais parlé en Écosse, donc avec un accent à couper au couteau. C'est pour ça qu'elle décide de se promener dans la lande, et là elle trouve une dalle en pierre entourée par des menhirs, et lorsqu'elle se place sur cette dalle, elle entend quelqu'un lui dire « fais un vœu ». Comme ça, par jeu, elle décide de faire un vœu et elle demande de rencontrer son âme sœur avant ses 60 ans, si possible. Et donc là, à ce moment-là, elle se retrouve propulsée au même endroit, mais des années auparavant, donc en 1372, en plein dans les Highlands. Elle va faire la connaissance du clan qui vit sur ces terres, et surtout de son chef, le laird, je crois qu'il s'appelle ça comme ça, qui s'appelle Darren. Donc voilà, elle essaie de s'acclimater à ce nouveau monde. Surtout, elle veut rentrer chez elle, bien sûr, mais elle apprend qu'elle est en fait le sujet d'une prophétie qui la lie à Darren, donc le chef de clan. Voilà, je vous en dirai pas plus, pour pas trop vous spoiler. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'y ai trouvé des bons côtés et des mauvais côtés. Ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est le contraste vraiment qu'on sent entre Awena et le clan des Highlanders. Vraiment, on sent que c'est une fille du 21e siècle, 21e siècle qui a été propulsée. Elle a des références, des mots voilà, qui choquent à l'époque et qui ne comprennent pas, bien évidemment. Donc taré, par exemple, quand elle les traite de taré tout le temps, ils se demandent ce que c'est, ils savent pas. Il y a notamment une scène assez comique où elle explique comment, en fait, les hommes de Darren retrouvent son sac à main et ils le vident devant elle et ils retrouvent des tampons hygiéniques. Et pour les punir de cette infraction à son intimité, hein, qu'elle trouve ça absolument horrible de défaire son sac comme ça devant tout le monde, elle décide de leur expliquer comment ça marche un peu un tampon. Donc j'ai trouvé cette scène assez comique quand même, hein, voir des fiers, beaux, grands Highlanders tripoter un tampon. Et voilà, c'est un peu ce genre de décalage que j'ai beaucoup aimé dans ce roman. On sent vraiment la différence entre Awena et les autres personnages. C'est pas comme la saga que j'avais lue de Karen Marie Moning, ça s'appelait Les Highlanders, je crois bien, quelque chose comme ça, où là, la nénette était propulsée aussi dans le passé, mais on ressentait vraiment pas que c'était une fille qui venait de notre époque, quoi. Alors que là, on ressent, voilà, elle a des références comme Galadriel, Le Seigneur des Anneaux, enfin voilà. C'est vraiment un bonheur à ce niveau-là. Par contre, j'ai trouvé qu'il se passait en fait pas grand-chose dans ce roman, en fait. Ça me manquait un peu de piment, parce qu'il est quand même pas mal long, vous voyez, et finalement on a pas grand chose à part l'histoire d'amour qui va lier Darren et Awena, amour un peu contrarié certes,
Mais voilà, il s'y passe pas grand chose quand même, je trouve, et j'ai trouvé ça assez dommage. Surtout la fin, en fait, que j'ai trouvé très très longue. À partir du moment où les affaires en cours sont résolues, on va dire ça comme ça, je voyais pas l'utilité d'épiloguer comme ça encore pendant, je crois, une cinquantaine de pages pour clôturer ce tome. Mais bon, sinon c'est bien écrit, c'est drôle, voilà, c'est assez dépaysant. Donc j'ai aimé, mais il y a quand même quelques défauts, dont un manque un peu de fond, j'ai trouvé. Voilà. L'histoire d'amour entre Rowena et Darren est belle, même si elle commence très très vite, j'ai trouvé. Enfin, voilà, ils se voient en deux-deux, ils tombent amoureux. Certes, ils sont liés par une prophétie, mais quand même, ouais, j'ai franchement du mal avec ce concept de on se voit et ça y est, on sait que c'est le grand amour. L'attraction physique, je veux bien, alors l'amour, voilà quoi. Sans connaître la personne, je trouve ça compliqué. Voilà ce que j'ai pensé de ce tome. Donc, pas trop mal, si vous aimez les romances historiques, mais je pense qu'il y a mieux, franchement. Ensuite, j'ai enchaîné, et oui, j'ai pas pu attendre, par le deuxième tome de Belladone, soit 200, publié chez Milady et toujours écrit par Michelle Rowan. Donc j'avais lu le premier tome il y a un mois, je pense environ, et j'avais carrément adoré. Et en fait là, c'est la suite directe. C'est pas comme certaines sagas de Beat It où en fait chaque tome on reprend une autre histoire. Là, on suit la même histoire. Donc en fait, pour moi, les deux tomes, c'est un seul tome et j'ai franchement adoré. Brièvement, je vous résume juste ce qui se passe dans le premier tome, sans vous dévoiler la fin, bien évidemment, vous inquiétez pas. Donc on fait la connaissance de Gillian, qui est une jeune femme ordinaire, sans pouvoir, voilà, qui travaille tous les jours comme tout le monde, et qui, par un concours de circonstances, se fait prendre en otage par un homme un peu taré, qui la menace pas d'un flingue, mais d'une seringue. Et un autre homme entre dans la scène, il s'agit de Declan, un homme défiguré, on peut dire ça comme ça, couturé de cicatrices, et surtout qui semble assez menaçant. Et donc Gillian se retrouve au milieu de ces deux hommes, elle comprend pas trop ce qui se passe, mais finalement le scientifique finit par lui injecter ce qu'il y avait dans la seringue, et Declan tue le scientifique. Voilà un petit peu ce qui se passe. Donc après, il la prend avec elle. Declan prend Gillian avec elle. Et lui annonce tout net que les vampires existent. Que lui est un vampire, donc un homme mi-humain, mi-vampire. Et que la substance qu'on lui a injectée est en fait un poison mortel, la belladone. Poison mortel non pas pour les humains, mais pour les vampires, puisqu'il les attire comme du miel. C'est une odeur irrésistible qui les rend complètement dingues et qui leur donne envie de goûter le sang de Gillian. Et évidemment, lorsqu'il le goûte, il meurt, instantanément quasiment, hein. Voilà, donc en fait, Gillian devient une arme mortelle sans vraiment le vouloir. Et le plus gros problème, en fait, c'est que ce poison tue les vampires, certes, mais la tue à petit feu, elle aussi. Voilà, donc on entre un peu dans cette course contre la montre, cette traque. Elle va apprendre ce qu'on attend d'elle, évidemment, parce que ce poison n'a pas été créé comme ça pour le simple plaisir de le faire. Donc on rentre dans un complot assez complexe dans le monde des vampires. Donc en fait, les vampires dans cet univers ne sont pas connus des humains. Ils vivent cachés, sauf certains qui sont un peu, on va dire, des solitaires qui n'appartiennent pas à un clan. Moi j'ai adoré. J'ai adoré pourquoi? Parce que d'une part on ne s'ennuie jamais. Il n'y a jamais un temps mort. Bon, cela dit, ils sont courts, hein, les deux tomes font à peu près cette épaisseur, donc c'est normal que ça aille vite. Mais voilà, on enchaîne l'action, il n'y a pas un temps mort. Et surtout, j'adore les personnages de cette histoire, les personnages principaux. Donc Gillian, qui est une jeune femme qui, malgré le fait qu'elle soit totalement normale, est très très forte, je trouve, parce que ce qu'elle vit au quotidien, c'est pas facile. Elle a souvent des crises de douleur assez aiguës dues au poison. Et voilà, elle essaie de faire de son mieux, c'est pas une meurtrière dans l'âme, et ça la met très mal à l'aise le fait que son sang tue, même si c'est des vampires qu'elle sait pertinemment que ce ne sont pas des enfants de cœur. Ça la tue à petit feu aussi de savoir que c'est une meurtrière. Et puis il y a des clans. Des clans, c'est waouh quoi, il est certes pas décrit comme un beau gosse, hein, quoique moi je l'ai trouvé très très attirant personnellement.
Mais voilà, c'est un vampire, donc mi-humain, mi-vampire. C'est une race assez rare, parce que d'habitude, ces enfants naissent complètement difformes et complètement fous. Ils s'attaquent à tout ce qui bouge, quasiment. Donc lui a réchappé à ça, mais en fait pour pouvoir un peu contrôler la bête qui est en lui, le vampire qui est en lui, il s'injecte constamment des sérums qui vont inhiber quasiment, non, c'est inhiber on peut dire, toutes ces émotions. Donc voilà, ces deux êtres complètement différents vont s'attacher l'un à l'autre, on suit ça avec un vrai bonheur, c'est un amour vraiment compliqué, très très compliqué, et pas tendre, pas voilà, c'est brut, mais j'ai énormément aimé. Et voilà, il y a les personnages secondaires aussi qui viennent se greffer que j'ai adoré. Euh, Là, je vous en parle pas pour pas trop vous en dévoiler plus, évidemment. Mais voilà, vraiment une. En plus, c'est une saga qui est vraiment courte, donc 2 tomes, ça arrive assez rarement dans la Big je trouve, pour être souligné. Et voilà, une fois ces 2 tomes avalés, on en ressort. Certes, j'étais un peu triste de laisser ces 2 personnages derrière moi, mais en même temps, voilà, je sais que cette saga est finie. Enfin, pour le moment, hein, après, rien ne nous dit que Michel Royan ne va pas se décider à réécrire un tome. Et ce serait avec plaisir que je le lirai, hein, on est d'accord, mais voilà, je trouve ça bien d'avoir fini cette histoire en 2 tomes. Donc jetez-vous vraiment dessus si vous êtes fan des histoires un peu compliquées entre les 2 personnages principaux et beaucoup beaucoup d'action. Ensuite, j'ai lu sur mon Kindle Alice Royale, donc il s'agit du tome 1, Le Lapin Blanc, écrit par Céline Mancelot, édité par les éditions de Sharon Kenna. Alors c'est un tout petit livre, hein, il doit pas faire plus de 250 pages, quelque chose comme ça. Donc l'histoire, il s'agit de Mademoiselle Alice Royale, qui est un être un peu particulier puisqu'il s'agit d'un être cloné. C'est une femme qui a été élevée dans un centre spécialisé où on crée les clones. Ils apprennent en fait à vivre dans notre société pendant leurs 25 premières années, je crois, quelque chose comme ça. Et une fois 25 ans atteints, ils sortent et ils aident en fait les humains. Alors ils les aident à quoi? Ils les aident en fait à contrer, entre guillemets, en tout cas à maîtriser l'affluence des créatures de la nuit. Oups, hop, voilà. Des créatures, donc démons, je crois qu'il y a des loups-garous aussi, je suis plus certaine maintenant, vampires, etc., etc., qui ont ouvert des portes dans notre monde et qui donc maintenant se baladent librement dans notre société. Donc voilà, c'est le rôle des hommes et femmes clonés, puisqu'il y a les deux évidemment, que de nous aider à nous protéger contre ces créatures. Alors ils ont chacun une spécificité, soit ce sont des clones plutôt physiques, donc avec une force physique plus haute que la moyenne, ou ce sont des psychiques ou quelque chose comme ça, enfin bref, qui ont évidemment une perception extrasensorielle un peu plus développée qu'un humain. Donc pour Alice, j'ai pas trouvé ça très clair par contre, parce qu'elle l'utilise pas, ou peu, pas du tout, quasiment. Donc je sais pas trop en quoi consiste son super pouvoir, à part avoir une intuition hors norme. Mais voilà. Donc Alice est libérée à ses 25 ans et travaille dans un commissariat dans la section des affaires criminelles paranormales. Et on lui confie une affaire, enfin 2 vampires, patrons d'un bar, le Lapin Blanc, lui confie une affaire, la disparition de leur associé. Voilà, donc elle va enquêter là-dessus. Par là même, elle va donc croiser différents personnages, dont un inspecteur, je crois bien. Ouais, je sens que c'est un inspecteur, qui la laisse pas indifférente, ce qui est assez étonnant, parce que un clone n'est pas censé ressentir des choses comme la tendresse, l'amitié. Enfin voilà, ce sont des concepts qu'ils ne connaissent pas, qui ne font pas partie de leur programme. Donc ça l'intrigue un peu, le fait de rougir en sa présence, enfin ce genre de petites choses. Et puis un autre personnage un peu plus mystérieux, dont je vous laisserai faire la connaissance, qui pareil éveille des choses chez elle, qui sont un peu étranges. Voilà, alors donc c'est assez court, l'enquête est menée tambour battant, rapide,
peut-être même un peu trop rapide, j'ai trouvé. Ça aurait peut-être mérité un petit peu plus de... voilà, que l'histoire soit un peu plus étoffée, l'intrigue... elle est sympa, hein, elle se suit très bien, mais voilà, j'aurais peut-être préféré qu'elle dure un peu plus. Après, ça s'étire sans problème, il n'y a pas de souci, mais voilà, pour moi, c'était un peu court. Après, au niveau des personnages, j'ai bien aimé Alice. En fait, Alice, on peut dire que c'est comme une espèce d'adolescente qui connaît rien à la vie, en fait, hein. Elle connaît pas les relations entre les humains, elle sait pas comment se comporter face à certaines situations. Voilà, elle est ultra naïve. Mais c'est ça qui est aussi sympa. C'est de voir le monde à travers ses yeux, en fait. C'est original. J'ai trouvé ça franchement assez sympathique. Après, les personnages secondaires, c'est assez vite fait, en fait. On passe dessus, mais voilà, en 200 pages, on n'a pas le temps non plus d'approfondir des masses sur ces personnages secondaires. Alors évidemment, Alice est le sujet de nombreuses attentions masculines. Ils sont au moins trois dessus, hein. Enfin, quand je dis dessus, c'est une façon de parler, bien évidemment. Il doit y avoir ouais, trois mâles autour d'elle. Donc bon, un peu classique j'ai trouvé, hein. Franchement, il y a un moment, on se dit, bon, quand est-ce qu'ils vont sortir de ce schéma de mon Dieu, je suis une héroïne et j'attire tous les hommes à moi. Bref, ça par contre, j'ai pas trouvé ça super top. Voilà, mais sinon c'est une lecture plutôt agréable. Voilà, je voulais en fait connaître cet auteur parce que j'en ai entendu parler grâce à Mademoiselle Candy Shy, qui en parlait avec Pomme d'Éden. Donc voilà, moi je voulais voir un peu un autre style. Je vais peut-être me prendre le Pomme d'Éden du coup finalement, je sais pas trop encore. Mais ce qui est sûr c'est que cet auteur est à suivre, je pense. C'est certes assez court ce qu'elle fait, donc je pense qu'elle a pas trop le temps de développer. Mais voilà, je lirai en tout cas ce deuxième tome, enfin le deuxième tome de cette saga avec grand plaisir, surtout qu'on finit en fait ce tome-là. Voilà, on a envie de connaître la suite, c'est pas comme une fin de tome, voilà, l'affaire est résolue et puis basta. Là, il y a un petit cliffhanger quand même à la fin et du coup, je suis bien tentée de lire la suite, j'espère que ça sort bientôt. Voilà pour cette lecture. Ensuite, en quatrième lecture, j'ai donc lu Bleu Saphir. Il s'agit du deuxième tome de la saga Rouge Rubis, écrit par Kirsten Gere aux éditions Milan, collection Macadam. Donc le premier tome, j'ai dû le lire il y a à peu près 6 mois. Donc en commençant ce tome-là, j'ai eu un peu peur de me perdre en fait, d'être complètement perdue avec les personnages, les intrigues qui se sont nouées, etc. Mais voilà, l'intrigue n'est pas à ce point complexe que ça nécessite un gros effort de mémoire. Donc très vite j'ai été replongée dedans, sans gros soucis. Brièvement, donc on suit les aventures de Gwendoline, qui est notre héroïne, qui a un gène un peu particulier qu'elle se découvre dans le premier tome, puisqu'elle arrive à remonter dans le temps. Alors c'est pas comme elle veut, quand elle veut, où elle veut. Ça la propulse comme ça sans prévenir, elle a juste une petite sensation étrange creux de l'estomac, et hop, elle bondit dans le temps. Et elle atterrit voilà, au même endroit, mais quelques années auparavant, ou des centaines d'années auparavant, elle ne sait jamais à l'avance. Heureusement, elle va faire la connaissance d'une société secrète, enfin, sa famille est liée à une société secrète, les Veilleurs, qui aident les voyageurs dans le temps à sauter comme ça dans le temps de façon plus régulière et plus contrôlée grâce à un chronographe. Ils donnent une goutte de leur sang et ils peuvent sauter comme ça où ils le souhaitent. C'est une machine un peu complexe, hein, je vous avoue tout de suite, mais c'est un peu une mini machine à remonter le temps qui ne peut être activée que grâce à l'ADN des voyageurs. En gros, c'est ça. Donc voilà, donc les voyageurs sont liés à deux familles différentes, les Montrose, dont est issue Gwendoline, l'héroïne, et les deux Villiers, dont est issu le héros, donc le personnage masculin principal, qui est Gideon. Et ils ont une mission, c'est de récupérer le sang de tous les voyageurs qui ont existé. Donc de sauter à la période où les voyageurs ont existé et de récupérer une goutte de leur sang afin de les rassembler dans le chronographe. Alors on ne sait absolument pas ce qui va se passer, mais ça a l'air hyper important de le faire. Donc voilà, Gwendoline est un petit peu propulsée dans cette aventure. En fait, au départ, c'est pas elle qui devait sauter. Ils pensaient tous que c'était sa cousine Charlotte qui avait le don. Enfin, pas le don, mais le gène plutôt. Et non, en fait, c'est Gwendoline.
Donc Charlotte avait été préparée toute sa vie à faire ses sauts dans le temps, donc apprendre l'étiquette, comment danser le menuet, l'escrime, etc. Gwendoline ne sait rien de tout ça, elle a vécu une enfance des plus normales. Donc elle est un peu perdue dans tout ce qui lui arrive. Voilà, donc on suit cette histoire-là. Alors dans ce deuxième tome, je trouve que le principal défaut, c'est qu'en fait on n'avance pas dans l'intrigue. Enfin, j'ai l'impression de ne pas en savoir beaucoup plus une fois fermé ce tome-ci. On sait toujours pas ce qui va se passer si jamais le sang des 12 veilleurs, je crois qu'ils sont 12, est rassemblé dans ce chronographe. On sait pas grand-chose au final, on sait juste deux, trois petites choses en plus, mais voilà, je trouve que ça fait pas des masses avancer l'intrigue. Après, ça se lit très bien, toujours, hein, c'est donc de la young adult, donc voilà, c'est écrit très gros, c'est vraiment, voilà, ça se lit sans problème. Mais j'ai trouvé qu'il manquait, voilà, un, un petit soupçon d'intrigue qui aurait relancé l'intérêt, en fait. Voilà, je pense que après, c'est sympa, hein, les voyages dans le temps, tout ça, c'est vraiment, on passe de bons moments. On change de siècle, de période historique, donc c'est sympa. Ensuite, il y a la relation Gwendoline-Gideon. Dans le premier tome, on sentait que ça avançait. Là, ça prend un pas quand même un peu plus important. Même si Gideon, pour moi, c'est un personnage un peu bizarre. On ne sait jamais ce qu'il pense. Il agit de façon parfois un peu étrange, c'est-à-dire qu'il peut être très sympa et puis la seconde d'après, il va être un peu imbuvable. Mais là, voilà, leur histoire avance. On verra bien ce que ça donne au final. Mais bon, hein, on s'en doute un peu, mais bon, on suit quand même, leur relation avec pas mal de plaisir. Surtout que, en fait, dans le premier tome, j'avais trouvé que Gideon était très condescendant vers Gwendoline. Il a 3 ans de plus qu'elle, je crois. Mais voilà, il trouve qu'elle est naïve, complètement à côté de la plaque parfois. On sent bien que ça le dérange fortement que ce soit elle qui saute dans le temps avec lui. Au fur et à mesure, évidemment, ça va évoluer. Dans ce tome même, ça évolue pas mal. Donc voilà, c'est sympa, ça se laisse lire. En fait, le principal attrait pour moi de cette saga, c'est surtout son thème, donc les voyages dans le temps qui sont assez rares dans la littérature imaginaire. Pourtant, je trouve ça vraiment très sympa. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas lu des masses, après, ça veut pas dire qu'il n'en existe pas, hein. Mais voilà, moi j'ai pas mal aimé, je continuerai la saga hein, sans problème, surtout que le troisième tome c'est le dernier, donc c'est vers Emeraude je crois. Donc je vais me procurer je pense assez rapidement, histoire de finir cette saga et de voir un peu si les révélations qu'on attend vont arriver finalement, j'espère quand même. Parce que finalement, voilà, j'ai envie de savoir ce qui se passe, j'ai envie de savoir pourquoi ce chronographe est si important et qu'est-ce que ça va bien pouvoir donner. Voilà pour cette lecture. Et enfin, ma dernière lecture, que j'ai donc terminée ce matin même, il s'agit de Wounded, ah, mets-toi dans mon sens, merci, de Jacinda Wilder. Donc c'est une romance que j'ai lue en VO. Alors, donc pour l'histoire, il s'agit de Rania. Rania, c'est une jeune irakienne qui a une dizaine d'années au début du livre, qui a tout perdu à cause de la guerre, évidemment. Donc sa famille, son père, sa mère, qui sont morts, son oncle également, sa maison, enfin bref. Elle se retrouve seule avec son petit frère et sa tante. Sa tante, petit à petit, se laisse mourir et finit par y arriver. Et elle reste donc toute seule avec son petit frère, qui est un petit garçon rempli de haine envers les Américains. Donc il décide de rejoindre les soldats, les forces rebelles. Et donc voilà, il laisse Rania toute seule à devoir subvenir seule à ses besoins. Donc elle tente bien de chercher un travail, mais personne ne veut d'elle. Donc pour ne pas mourir de faim, elle décide tout simplement de se prostituer. Elle se résout à ça. Donc une dizaine d'années passent. Une dizaine d'années où elle a dû faire évidemment la prostituée pour des soldats, des médecins, des notables, enfin bref, tous ceux qui voulaient bien la payer. Elle s'est fait une petite clientèle évidemment. Elle s'est teint les cheveux en blond, d'où la jeune demoiselle, parce que je me suis dit, non mais oh, foutez de nous quoi, une Irakienne avec des cheveux blonds, bien sûr. Mais non, en fait elle se teint les cheveux. Et voilà, quand elle devient prostituée, elle change un peu de personnalité, elle devient Saba.
c'est le nom qu'elle s'est donné, et non plus Rania. Et donc, 10 ans plus tard, elle retombe sur son frère lors d'une fusillade. Donc, une fusillade évidemment entre les rebelles irakiens et les Américains. Les Américains se font prendre une rouste d'enfer, évidemment, et battent en retraite en laissant les blessés derrière eux, dont un jeune homme, Hunter. Rania va le voir et bizarrement va se sentir émue par ce jeune homme à cause de ses yeux bleus. Je vous dirai pas pourquoi, mais bon, il y a une petite histoire derrière, évidemment. Et elle décide de le ramener chez elle et de le cacher, de le soigner. Voilà, donc Hunter se réveille chez Rania, dans une maison qu'il ne connaît pas, il sait pas trop ce qui va lui arriver. Très vite, il va se rendre compte que Rania est obligée de se prostituer pour lui donner à manger des médicaments et pour se nourrir elle-même. Donc il y a une relation évidemment qui va s'instaurer entre ces deux êtres assez, comment dire, malmenés par la vie. Donc Rania, évidemment, comme je vous l'ai dit, voilà, elle n'a pas eu une enfance heureuse, même c'est au-delà de ça, je pense. Hunter, quant à lui, c'est un orphelin qui a toujours vécu de maison en maison comme ça, il n'a pas de vrai chez lui. Sa dernière petite amie en date l'a laissé tomber, l'a même trompé. Donc voilà, c'est un jeune homme un peu désabusé. Et voilà, entre ces deux êtres, il y a une romance évidemment qui va se mettre en place. J'ai trouvé que cette romance était vraiment très très émouvante. Parce que elle est assez brute. C'est pas que de la tendresse. Enfin voilà, Rania, c'est une prostituée. Elle connaît pas ce que c'est que la tendresse et l'amour. Elle sait pas ce que c'est. Et ce qu'elle ressent pour Hunter, ça va lui faire peur. Et quant à Hunter, de son côté, il sait bien que tout ce qui va se passer dans cette maison, il va devoir partir dans peu de temps, rejoindre son unité et s'en aller. En fait, c'était sa dernière patrouille avant de rentrer au pays. Donc voilà, pas de bol. Évidemment, c'est là où il se fait blesser. Donc voilà, ils vont tous les deux apprendre à se connaître. Alors c'est un peu compliqué évidemment parce qu'ils parlent pas la même langue, mais voilà, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé. On alterne les points de vue entre Rania et Hunter, de sorte qu'on connaît vraiment tout ce qu'ils pensent l'un de l'autre, puisqu'évidemment ils peuvent pas s'exprimer correctement, donc c'est bien de pouvoir être comme ça dans leur tête. Les deux personnages pardon, sont vraiment... voilà, ils sont beaux quoi, il y a pas d'autre mot, je pense. Rania c'est une jeune femme d'une force de caractère assez impressionnante, qui se résout à faire des choses que toutes les femmes ne seraient pas capables de faire pour survivre. Et Hunter, c'est un homme qui, malgré son métier, donc enfin son métier, son orientation, soldat, meurtrier, tout ce que vous voulez, qui a beaucoup de cœur, qui a envie d'amour en fait. Voilà. Donc c'est une belle histoire. Au niveau de la VO, j'ai pas eu de problème particulier. Je suis pas une lectrice de VO exceptionnelle, mais voilà, c'est bien passé, j'ai compris tout ce qu'il y avait à comprendre, hein, voilà, c'est juste beau, voilà, c'est une romance mignonne, non, c'est même pas le mot, c'est pas mignonne, émouvante, brute, même, je dirais pas mignonne en fait, mais vraiment brute, et on se laisse porter, voilà, c'est avec un petit pincement de regret que je les ai quittés ce matin quand même, parce que j'ai trouvé ces deux persos vraiment, vraiment très attachants. Donc je vous le conseille très fortement, surtout si vous voulez vous mettre à la VO, franchement ça passe tout seul. Voilà pour cette lecture. Alors du coup, j'ai pas de lecture en cours, vu que je l'ai fini ce matin. Donc qu'est-ce que je prévois pour la semaine prochaine? Alors, j'ai entamé, mais vraiment, ça doit être 2 pages, de Dévoile-moi, de Sylvia Day. C'est publié chez J'ai lu. C'est le premier tome de la trilogie Crossfire. Voilà, donc pourquoi je le commence maintenant? Bah en fait, je l'avais acheté à sa sortie, et je l'ai jamais entamé, je sais pas trop pourquoi. Et là, finalement, je me suis dit, bon, il y a le deuxième tome qui sort, faudrait peut-être quand même te mettre à ce premier tome, ce serait pas trop mal. Surtout que je sens bien que j'aurais été tentée de prendre le deuxième tome sans avoir lu le premier, hein. Donc voilà, j'ai envie de voir un peu ce que ça donne. J'en ai entendu de bons échos. Alors, 50 nuances degrés, ça me tente pas du tout, mais alors pas du tout. Mais alors ça, par contre, ouais, là, je suis plus tentée. Donc je vais voir un peu ce que ça donne. J'espère que c'est quand même pas trop mal. Ensuite, je me suis pris un pavé
L'Empire Ultime, donc c'est le premier tome de Fils des Brumes de... Comment il s'appelle? Brandon Sanderson. C'est publié chez Orbit. Donc quand je dis pavé, c'est pavé, hein, et puis c'est pas écrit petit. Voilà, hein, c'est vraiment écrit tout petit. Donc voilà, j'avais envie de me lancer pareil. Alors voilà, j'avais acheté le grand format à sa sortie et je l'ai jamais lu non plus. Maintenant, il y a les poches qui sont sorties, donc je suis bien dégoûtée, n'est-ce pas, hein, de me faire avoir, surtout qu'ils sont pas donnés, hein, 25 €. Donc voilà, je me suis dit là, ça y est, il est temps. Puis Brandon Sanderson, j'avais bien aimé son histoire. Alors je ne sais plus comment ça s'appelait, Elantris, je crois, Elantris, quelque chose comme ça. Ouais, j'avais assez aimé, c'était vraiment, vraiment très sympa. L'univers était très construit, très fouillé. J'avais beaucoup apprécié. Donc je vais voir un peu ce que ça donne. J'espère pas trop m'attarder dessus quand même, parce que vu son épaisseur, voilà. Et ensuite, optimiste que je suis, je me suis dit, allez, sors-toi en troisième, mais à mon avis, j'y arrive pas. Donc il s'agit du deuxième tome de la saga du fantôme de Maiden Lane. Donc c'est Trouble Plaisir de Elizabeth Hoyt, je crois, c'est ça, Elizabeth Hoyt. Et c'est donc publié chez J'ai lu, collection Aventure et Passion. Donc voilà, j'avais lu le premier tome que j'avais adoré, donc je me suis pris le reste de la saga. Et comme c'est petit, je me dis, après Monsieur Gros Pavé, ça va me faire du bien, un petit livre. Voilà. Ce sera pour la semaine prochaine. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de très très bonnes lectures. Et à bientôt.